Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, mon propos va tourner autour du cerveau, car le cerveau, qui est un outil créé par la conscience, est très important pour la gestion du corps, pour la survie, mais aussi pour nous connecter à d'autres plans. Or, comme vous le savez, notre cerveau est relativement complexe puisqu'il est constitué de plusieurs couches, et que dans les temps actuels, ce que nous vivons, nous avons tellement le cerveau qui se remplit d'informations que nous finissons par ne plus savoir vraiment où nous en sommes. Et comme on peut dire, on a le cerveau lent, hein, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, c'est important d'arriver à comprendre, à percevoir, hein, c'est un petit peu un cours scolaire que je vais faire aussi là, pour retrouver un petit peu les différentes parties du cerveau et quelles sont les particularités de chacun, hein. Nous avons donc le premier cerveau que nous avons, qui est le cerveau, donc la première partie qui est le cerveau reptilien, hein, qui est situé derrière la colonne au bout de la colonne vertébrale, là, ici derrière, hein. Le cerveau reptilien qui malheureusement a été connoté avec toutes ces informations New Age, à cause de ce mot reptilien comme étant quelque chose de négatif, est loin d'être négatif, parce que c'est lui qui nous assure le fait de pouvoir rester en vie. C'est notre super-héros, c'est notre garantie de survie. Donc le cerveau reptilien a été le premier à être doté, dont nous avons été dotés, et il contient tous les instincts, la survie, etc. C'est un cerveau très important, et je vais vous en parler donc en détail. Au-dessus du cerveau reptilien, derrière vous avez aussi le cervelet, hein, et puis au-dessus du cerveau reptilien, vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique, et au-dessus, vous avez le cortex, ou néocortex, qui est constitué de deux couches, hein, qui est la couche supérieure, qu'on appelle hémisphère droit et hémisphère gauche. Donc il faut savoir que le cerveau reptilien, qui correspond à notre côté animal, qui contient tous nos instincts, est en connexion perpétuelle avec notre cerveau limbique, hein. Ils échangent entre eux. Par contre, c'est lui qui donne les informations, qui envoie les ordres au cervelet pour que nous puissions accomplir les actes adéquats à notre vie ou à notre survie. Alors que le cerveau, le néocortex, qui est au-dessus, qui est la dernière couche qui nous a été dotée, lui est chargé de capter des informations. Donc il capte des informations dans ce qu'on appelle le ciel, donc la conscience, et ces informations, il nous incite à aller, par exemple, on capte une idée, on a envie de la mettre en pratique, on a le désir, et après, quand on vit cette expérience, voilà, une nouvelle idée, on la met en pratique, on l'expérimente. Par exemple, on a envie de chanter, hein, donc on choisit une chanson, on y met son cœur, on répète, on chante. Et au moment où on chante, cela suscite une émotion à l'intérieur de nous. Une émotion, quelque chose qui reste là, qui est, on peut dire, de l'expérience. Et c'est le souvenir de cette émotion qui va être enregistré dans le cerveau limbique. Donc, voilà, qui va être en connexion avec le cerveau reptilien. C'est pour ça que quand dans votre vie vous allez vous retrouver, par exemple, dans une situation où vous allez entendre à nouveau cette chanson, votre cerveau reptilien, lui, va automatiquement reconnecter la mémoire dans votre cerveau limbique, et vous allez revivre l'émotion qui a été enregistrée. Alors voilà, donc alors que le cerveau, le néocortex dessus, lui, il enregistre les mots, les images, mais pas les émotions. Donc vous voyez, et comme le néocortex n'est pas en connexion directe avec les autres cerveaux, avec les autres parties du cerveau, naturellement ça provoque une dissonance en nous, hein, et qui fait que actuellement, notre cerveau reptilien, qui a été quelque peu isolé par tout ce qui s'est passé, hein, je vais vous expliquer ça en détail, le cerveau reptilien, quelque part, comment je vais dire, il est un petit peu à la bourre, il ne reçoit plus les mises à jour. Donc aujourd'hui, nous avons des instincts de conservation, des instincts de sécurité, qui correspondent à la vie à l'époque des cavernes. Vous savez, quand on était, voilà, donc on peut dire l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction,
l'instinct d'autodéfense, etc., hein, puisque nous avons, et donc avec des peurs aussi, hein, devant le danger, nous avons deux possibilités, soit nous réagissons, soit nous fuyons. Hein. Donc on retrouve ça beaucoup chez les animaux, puisque les animaux, eux, n'ont pas un néocortex très développé, alors que le nôtre fonctionne à 100%. Alors chez les animaux, naturellement, le cerveau reptilien, le cerveau limbique fonctionnent beaucoup plus vite. Donc, alors il faut savoir une chose, alors maintenant je vais vous parler, expliquer déjà les trois cerveaux. Donc le cerveau, le cerveau reptilien, lui, c'est un cerveau qui date de très très longtemps, donc il impulse les réactions que la réflexion ne nous permet pas d'avoir. Hein. Donc on peut dire qu'ils ne correspondent pas à notre société moderne. C'est lui qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Son rôle est de maintenir la survie du corps. Donc c'est lui qui contient tous les instincts. Il maintient les constantes de l'organisme, la respiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température, l'alimentation, le sommeil, la reproduction. C'est lui qui s'occupe de tout ça, hein, sans que nous ayons à nous en occuper. Hein. Et puis aussi les instincts de conservation, hein, voire la peur qui suscite la fuite, hein, vous voyez, la haine, l'hostilité, mais aussi le besoin de hiérarchie sociale, puisque nous sommes des humains qui vivons ensemble. Hein, le besoin de vivre en groupe, parce que quand on vit seul, on est beaucoup plus fragile. Quand on vit en groupe, on est protégé par le groupe. C'est lui qui, par exemple, va provoquer le sommeil. Quand il sent que votre corps est fatigué, le cerveau reptilien, il ordonne, il fait la mise en veille. Alors le problème, c'est que comme il n'est pas adapté à la vie actuelle, imaginez qu'il provoque le sommeil quand vous êtes en train de conduire une auto, parce que lui, il n'est pas au courant que vous êtes en train de conduire une auto, vous pouvez avoir un accident. Donc pour vous protéger, quelque part, il peut vous mettre en danger de mort. Hein. Et regardez, dès que l'instant que vous mettez votre cerveau reptilien en contact avec l'oreiller, hein, si vous faites l'expérience de lire dans un lit, vous apercevez que vous endormez beaucoup plus facilement que quand vous lisez avec la tête non appuyée. Hein. Faites l'expérience, moi je l'ai fait par exemple en voiture, quand vous conduisez et que vous appuyez votre tête sur l'appui-tête, vous vous apercevez que vous avez facilement envie de vous endormir. Hein. C'est ce cerveau aussi qui peut vous inciter par exemple au cannibalisme en cas de nécessité. Hein, si vous êtes dans une situation, par exemple, vous êtes dans un avion qui se crache en pleine nature, alors vous avez naturellement, votre corps a besoin de nourriture, puis vous ne trouvez rien, il n'y a que des humains qui sont là, hein, peut-être morts ou pas, voilà. Hein, c'est ce qu'on voit un petit peu dans la situation. Alors naturellement, il y a votre cerveau reptilien qui dit, il faut bouffer, hein, donc vous avez envie de manger de cet humain, de l'humain pour survivre, ça c'est l'instinct du corps. Et puis vous avez votre cortex qui dit, ah non, non, c'est pas bien, on ne mange pas d'humain, t'es pas un cannibale. Donc c'est une lutte intérieure. Et naturellement, c'est ce qu'on a vu des fois. Donc souvent, le cerveau reptilien domine sur le cortex. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, des fois, qui s'adonnent au cannibalisme pour être sauvés, par exemple, lors d'une catastrophe, lors d'un crash d'avion, etc. Et qui après, ce n'est qu'après qu'ils ont cette réaction qui fait que, oh là là, ils sont désolés, etc. Et ils se demandent comment ils ont pu faire ça. Alors il faut savoir une chose, c'est que le cerveau reptilien et le cerveau limbique n'obéissent pas au mental, n'obéissent pas à notre volonté humaine. Hein. Et c'est une protection aussi, parce que si le cerveau reptilien obéissait à la volonté humaine, imaginez qu'un jour vous soyez dans un état de dépression, que vous avez envie de mourir quelque part, il suffirait d'avoir une envie de mourir, d'avoir le cœur qui s'arrête, pour que votre cerveau reptilien arrête votre cœur. Donc vous mourriez. Donc c'est une protection. Hein. Donc voilà, alors ça c'est donc le cerveau reptilien ordonne au cervelet, il peut ordonner de bouger un muscle, mais ne peut pas être contrôlé par le cortex. Ça c'est important, c'est pour ça que vous apercevez que quand vous avez des émotions très fortes qui ressortent, ou quand vous êtes dans des situations très compliquées, voilà, très émotionnelles, vous avez beau essayer de vous raisonner, c'est impossible parce qu'il y a la banque d'images qui est enregistrée dans le cerveau limbique. Alors le cerveau limbique, lui, c'est le cerveau qui enregistre les émotions. Alors non seulement les émotions vécues pendant l'incarnation présente, mais les incarnations vécues de tout ce que vous avez vécu en émotion dans le ventre de votre mère, dans ce qu'on appelle aussi les mémoires transgénérationnelles. Et vous avez aussi toutes les émotions des expériences vécues lors de vos vies
antérieure. Tout est, c'est vrai. Donc le cerveau limbique enregistre absolument tout, tout et tout. Chez un animal, par exemple, comme le cheval, il est encore plus puissant puisque c'est le cerveau qui fonctionne le principal. C'est pour les chevaux ont une mémoire extraordinaire. Les chevaux ont une mémoire d'éléphant, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc c'est important parce qu'il y a toutes ces mémoires transgénérationnelles, mais il y a aussi toutes les mémoires de votre lignée qui sont transmises. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes un fœtus dans le ventre de votre mère, si votre mère a peur d'une araignée, par exemple, bah, quand vous allez enregistrer cette peur, et quand vous allez dans votre vie terrestre, une fois que vous êtes né, être face à l'araignée, vous allez avoir la peur instinctive de l'araignée parce qu'il y a cette mémoire qui est inscrite en vous, alors qu'elle ne vient pas de vous, elle vous a été transmise par votre mère. Donc tout ce que vit une femme pendant sa grossesse, notamment à partir du 3e mois, hein, donc du 3e mois jusqu'au 9e mois, donc pendant 6 mois, tout ce qu'une mère vit va comme émotion, agréable ou désagréable, va s'enregistrer dans la mémoire du fœtus, donc du bébé. Alors vous voyez, si par exemple la mère aime écouter de la musique mélancolique, l'enfant, vous allez enregistrer ça. Si votre mère, par exemple, s'engueule avec votre père, par exemple, hein, puis qu'elle se sente mal parce que voilà, il y a une émotion difficile par rapport à ce conflit, vous allez enregistrer l'information et une fois adulte, vous allez avoir des difficultés à faire la différence entre ces mémoires-là et puis les vôtres. Parce que tout est en vrac. Donc voilà. Donc le cerveau reptilien est en contact permanent avec le cerveau limbique. Hein. Donc il enregistre toutes les mémoires transgénérationnelles, oui, comme j'ai dit, hein, des mémoires qui peuvent se réactiver face à un stimuli identique. Hein. C'est pour ça que si par exemple vous écoutez une musique lors d'une relation amoureuse, quelque chose d'agréable, voilà, etc., ça va susciter une belle émotion en vous, hein, une belle émotion, voilà. Cette émotion va s'enregistrer, donc va être votre cerveau reptilien va aussi être en contact avec ça. Et si plus tard, quelques années plus tard, vous vous retrouvez à écouter cette musique, vous allez le souvenir qui va revenir avec. Alors que le souvenir soit bon ou pas, et c'est ça la problématique. Donc en fait, toute idée à laquelle vous donnez de l'attention qui va susciter une action engendrant une émotion va s'inscrire. Donc vous voyez, vous êtes là, et puis vous avez aussi le néocortex. Alors, le néocortex, lui, il capte toutes les infos, les bonnes et les mauvaises. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous pensez à quelque chose, dès que vous y portez attention, que vous passez dans l'expérience, vous enregistrez une nouvelle émotion. Et naturellement, c'est à partir de là qu'il y a cette problématique, puisque la conscience, la volonté, le conscient n'a aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit, puisque c'est pas son rôle. Hein. Alors il faut savoir que lorsque, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais lorsque nous avons été créés, puisque nous sommes des êtres hybrides, hein, entre l'animal, notre corps est constitué de gènes, on va dire, animaux, humanoïdes animaux, hein, bon ça date de très très longtemps, qui ont été hybridés avec des consciences stellaires, hein, donc des êtres qui viennent des étoiles, des êtres qui viennent, les andromédiens, les arcturiens, les pléiadiens, et aussi les dracos, hein, des dragons qu'on appelle, qui sont des maîtres généticiens. Or, quand les dragons ont créé, donc ce sont eux qui nous ont créés, hein, donc on peut dire des produits de laboratoire quelque part, mais bon, de laboratoire génétique, et parmi ces dragons, il y a eu un moment, on retrouve ça dans les histoires d'Unaki, etc., il y a eu une diffusion entre une partie des dragons qui voulait, donc qui nous a créés avec la possibilité totale d'évoluer, donc d'évoluer par nous-mêmes, donc et de devenir un jour aussi grand qu'eux, aussi puissant et aussi intelligent qu'eux, voilà, hein, comme le maître qui veut que l'élève soit aussi intelligent que lui et même le dépasse et qu'il accepte. Et puis vous avez une partie des dracos qui, elle, ne voulait pas, qui voulait justement bloquer l'évolution de l'humain pour que l'humain n'arrive jamais à sa hauteur, pour qu'il puisse toujours le dominer. Et c'est ces êtres-là qu'on a nommés par la suite les reptiliens, les anges déchus, etc., les forces lucifériennes, qui eux ont voulu participer à la création, mais en même temps en gardant la mainmise dessus, donc pour les garder un petit peu sous leur coupelle. Donc c'est pour ça que notre cerveau reptilien
a été quelque peu manipulé, bloqué, et qu'il n'a pas, c'est comme un ordinateur, hein, comme un logiciel qui n'a pas les mises à jour. Et actuellement, les informations que nous avons dans notre cerveau reptilien, qui assure notre survie, ne sont pas toujours adaptées à ce que nous vivons extérieurement. Alors, comme regardez actuellement, par exemple, nous vivons une période où la technologie de pointe est là, donc nous avons accès à une multitude d'informations qui parfois mettent aussi en danger notre survie. Parce que le problème, c'est que le cerveau reptilien a été tellement, comment je veux dire, mis de côté, mis à l'écart, que la plupart des humains le rejettent maintenant. On se croit intelligent, on fonctionne qu'avec le néocortex, et on ne sait pas écouter le corps. Or, le corps a ses raisons que notre volonté ne peut pas modifier. Hein. Nous avons des fonctions biologiques, naturelles, et ça, on n'a aucun pouvoir dessus par la volonté. Aucun pouvoir. C'est pour ça que essayer de changer le fonctionnement d'un organe ou essayer de changer la forme de votre corps, vous n'y arrivez pas. Parce que, non, on a une génétique de base. Donc le néocortex, donc le cortex qui lui correspond justement à cette connexion, il est divisé en deux hémisphères. Hein. L'hémisphère droit, hein, qui est dit qui est féminin, qui capte les informations de la source, les intuitions, les ressentis, les vibratoires. C'est lui qui porte la grâce divine et c'est lui qui aussi régit tous nos désirs. Donc quand on a du plaisir, quand on a de la joie, quand on a de l'amour, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous nourrit en amour, ça parvient par l'hémisphère droit. Et vous avez l'hémisphère gauche qui est l'hémisphère, le côté Adam, hein, le côté rationnel. C'est lui qui classe, ordonne, structure, analyse et rejette tout ce qui n'est pas conforme au programme préenregistré. Hein. Donc, l'hémisphère droit reçoit et transmet à l'hémisphère gauche par l'intermédiaire du corps calleux qui est au centre, dont le troisième œil est une partie, est une fonction. Or, ça je vous l'expliquerai en détail dans une autre vidéo pour pas qu'il y ait trop d'informations d'un coup. Il y a eu un moment, le troisième œil a été inversé. Nous avons eu une vision extérieure et à partir de là, il y a eu plein de problèmes. Hein. Donc la communication est interrompue entre les deux hémisphères du cerveau et naturellement, comme il y a déjà cette, cette dualité à l'intérieur du cerveau et qu'il n'y a pas de connexion avec notre cerveau reptilien, nous avons des difficultés naturellement, hein, actuellement par exemple avec cette histoire du Covid, où le néocortex nous donnait des informations qui étaient véhiculées par les médias, hein, par rapport au virus et tout ça, et puis il y a notre système immunitaire qui lui fonctionne avec le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien disait, ben non, il n'y a pas de problème, moi je ne peux pas, hein, moi je suis super-héros, moi je peux tout gérer dans le corps. Il gère le système immunitaire et tout. Alors dès l'instant qu'on ne s'occupe pas du corps, qu'on ne s'occupe pas de ce que le corps nous dit, automatiquement il y a un dilemme, hein, c'est un conflit entre nous, entre les forces de l'instinct, conservation, les forces de survie, et puis ces forces extérieures, hein, on peut dire que ces forces qui nous disent oui tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Alors qu'en fait, on devrait écouter davantage le corps que notre cerveau conscient qui, lui, a été manipulé, puisque le cortex, c'est comme le ciel, hein, comme la conscience, mais comme il y a une couche qui a été rajoutée dessus, ben naturellement, on a pu directement le contact avec les véritables informations. C'est là qu'on trouve cette dualité entre le masculin et le féminin, entre Adam et Ève. Hein. Le cerveau reptilien étant coupé de la source, ne peut plus et n'a pas pu évoluer. Donc il évolue que lentement. Alors comme on a encore des envies, vous voyez, puisque on a encore en nous un côté animal, on a besoin de vivre en groupe parce qu'on est protégé par le groupe. Puis dans le groupe, il faut un chef, il faut une protection, etc. Je vous expliquerai ça en détail peut-être dans une autre vidéo. Hein, et qu'en fait, quand on est seul, on a l'impression d'être perdu. On a besoin, on n'est pas fait les êtres humains pour vivre ensemble parce que le groupe nous protège. Mais en même temps, quand on fait partie d'un groupe, il faut respecter une certaine hiérarchie. Donc lui, notre cortex évolue selon les programmes élaborés par les forces involutives qui désirent nous maintenir dans l'enfermement matriciel. Donc on a un décalage total entre notre cerveau reptilien instinctif qui maintient notre corps en pleine santé et qui sait ce qui est bon pour nous,
Et puis notre cortex qui fonctionne, lui, avec des processus mentaux intellectuels, par le biais d'une collection, d'un amalgame de mots et d'images, qui fait qu'il y a un décalage entre les deux. Hein. Donc, alors, par exemple, vous allez entendre, par exemple, les systèmes de mode, par exemple. Hein, vous allez avoir une information qui vous dit qu'un tel aliment est bon pour la santé. Hein. Oui. Alors, comme chacun a un métabolisme différent. Hein, moi, j'en ai fait l'expérience, parce que j'ai expérimenté pratiquement tous les régimes qu'on pouvait expérimenter, végétarisme, véganisme, etc. Hein, et quelque part, je me rendais compte que ça ne correspondait pas. Pourquoi? Parce que je suis un individu à part, comme vous, et qu'il n'y a pas de régime idéal. Ça, c'est valable pour les animaux, qui eux mangent toujours la même nourriture. Mais nous, les humains, on a cette capacité, puisqu'on déjà on voyage, et puis on a cette capacité de choix que n'ont pas les animaux. Donc c'est important de pouvoir se dire que, regardez, par exemple, vous prenez deux personnes, hein, peut-être même deux enfants de la même famille, hein, il y en a un qui va manger comme, il y en a un qui va manger comme 10, il va pas prendre un gramme, et vous avez l'autre à côté qui lui va manger deux cacahuètes et une biscotte, et il va prendre des kilos. Alors, moi j'ai vécu ça quand j'étais enfant, parce que j'ai eu une période où j'ai eu un peu de surpoids, hein, à mon époque d'adolescence, et j'ai subi les colibets des copains d'école et tout. Hein. Voilà, ben, j'avais un copain, lui il était hyper mince, donc on faisait du judo ensemble. On faisait les mêmes exercices. Hein. Alors lui, il mangeait 10 fois plus que moi. Alors moi, je faisais attention à ce que je mangeais, parce que je voulais aussi ne pas avoir trop de surpoids. Je voulais perdre du poids, justement. Et puis, lui, il était là, à côté. Puis un jour, on fait une manœuvre comme ça. Et puis, il me sort un truc. Il me dit, « Oh, bah Léon, t'as encore un petit peu de gras. Dis donc, tu devrais manger moins. » Il mangeait 10 fois plus que moi. Et moi, j'ai trouvé ça injuste comme étant enfant. Je faisais les mêmes efforts que lui. Je faisais attention à tout ce que je mangeais, lui il faisait pas attention et tout. Donc vous voyez, il y a bien un décalage. Donc si on dit par exemple à deux personnes, comme là par exemple moi et puis mon copain, si vous avez un médecin extérieur qui nous donne un régime en disant oui, il faut manger ça parce que ça fait pas grossir, etc., c'est complètement de la foutaise, ça peut pas fonctionner. Parce qu'on a un métabolisme différent. Donc on est bien obligé d'écouter notre métabolisme. Il y a des gens qui naissent avec un corps qui est fait pour être un peu plus rond, d'autres plus maigres, d'autres plus musclés. Hein, et c'est très difficile de changer sa nature profonde. Moi, je suis né avec un corps qui n'était pas très musclé. J'ai fait du sport pendant toute ma vie. Pendant ma jeunesse, j'ai fait énormément de sport. J'ai jamais réussi à prendre de la masse musculaire. Bon, j'ai pris de la tonicité, mais pas de masse musculaire. Et le jour où j'ai compris, évidemment, j'ai arrêté parce que c'était vraiment, ça voulait rien dire. Puis en même temps, vous voyez, par rapport aux calories, hein, attention de ne pas vous faire manipuler par ça. Je suis tombé aussi là-dedans, parce que quand je voulais perdre du poids, j'étais un petit peu dans ce système aussi. Je comptais mes calories. Chaque fois que je mangeais, je comptais mes calories. Et puis il y a des jours, je me pesais des fois, et puis je me rendais compte qu'il y a des jours où je mangeais pratiquement pas, et le soir, je pesais plus lourd que les jours où je mangeais normalement. Hein. Il y a des moments, des fois, je restais 2-3 jours en mangeant presque pas, je pesais plus lourd, donc voilà. Donc, faut pas tenir compte de ça, c'est surtout le corps. Le corps sait ce dont on a besoin, donc il faut voir par rapport à notre tempérament, notre activité, mais aussi à notre naissance, hein, si on est né en Afrique ou si on est né en Asie et tout, voilà, si on est en Asie, on a un corps qui est plus adapté pour manger du riz qu'en France, on est plus adapté peut-être pour manger du blé. Donc, c'est important de... Alors maintenant, comme on a des nourritures qui nous viennent de tous les pays, on essaye un peu tout, et il y a des aliments que notre corps ne reconnaît pas parce que ça ne fait pas partie de sa génétique de base, de son métabolisme. Donc, il n'y a pas de régime parfait. Hein. Il y a des gens, regardez, par exemple, moi je fais partie du groupe O positif, bon, je suis végétarien depuis pas mal d'années. Alors le groupe positif, normalement, c'est les chasseurs-cueilleurs. Donc théoriquement, les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des gens qui sont faits pour être sédentaires et végétariens, des gens qui se déplacent, qui voyagent. Donc vous voyez, on est sans arrêt en conflit quelque part. Alors il y a ma conscience qui me dit, ouais, faut être végétarien, manger de la viande, tous les animaux, c'est pas bien. Et puis il y a mon corps, lui, peut-être qu'il a envie d'en manger parce que c'est ce qui le maintiendrait peut-être en meilleure forme. Hein. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aussi j'ai jamais réussi à faire du muscle, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais moi j'ai fait du sport pendant des années,
hein, mais en étant végétarien, eh ben, c'est sûr que j'ai la masse musculaire, il y a un régime qui est un peu pauvre en protéines, j'ai eu du mal à développer de la musculature, même si certains vont me dire: «Oui, il y a des végétariens qui sont hyper musclés». OK, d'accord, mais tout ça vient du métabolisme et le métabolisme, il est régi par les mémoires, il est régi par le cerveau reptilien. Donc l'important, c'est d'écouter son corps. Quand vous prenez un aliment, sentez si votre corps en a envie et moi, je sais que j'ai fait des expériences instinctive, on peut dire, hein, sans même faire pratiquer l'instinctothérapie. Par exemple, un jour, j'ai pris une fraise, je l'ai approchée de ma bouche comme ça, et au moment où j'ai approché la fraise de ma bouche, j'ai la langue qui m'a piqué. Vous savez, un petit peu comme quand on a un aft. Et je me suis dit: «Ah, c'est quoi ce truc?» Hein, et puis j'ai dit: «Oh, ça fait rien», j'ai mangé la fraise quand même. 2 minutes après, j'avais un aft, hein. Des fois, quand je prends un aliment que mon corps ne veut pas, alors après, on a tous des signes différents, mais quand je prends un aliment que mon corps ne veut pas, la plupart du temps, bah, j'ai une douleur qui vient dans mon corps. Par exemple, si j'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille dans l'oreille, mon corps me dit: «Non, non, j'en veux pas». Alors ça ne veut pas dire que l'aliment est mauvais pour moi, ça veut dire que ce jour-là, mon corps n'en veut pas. Écoutez ça, écoutez son corps, il faut mieux écouter son corps que d'écouter les diététiciens. Hein, et ça, c'est ça. Donc actuellement, on doit, alors que regardez avec ce qui s'est passé avec le Covid, on nous a dit, faut faire ceci, faut faire cela, faut mettre des masques, etc., etc., etc. Hein. Donc on a bousillé nos systèmes immunitaires avec avec la volonté de vouloir bien faire. Hein. On voit bien au niveau gouvernemental, la volonté de vouloir bien faire a fini par provoquer tout à fait le contraire, puisque dès l'instant qu'on est dans le stress, qu'on est dans la contrainte, on met notre cerveau reptilien en alerte, qui sent le danger et qui va automatiquement provoquer des situations, des réactions physiologiques, etc. pour dire ça, c'est tel aliment, j'en veux pas, telle chose, j'en veux pas. Hein. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est quand même terrible de voir que quand on est enfant, on a un système immunitaire qui fonctionne bien, il y a le cerveau reptilien qui est là, qui fonctionne, qui a créé le corps, il sait comment il faut faire. Hein. Ah, tout de suite, paf, ça y est, on commence à balancer des vaccins chez les enfants. Donc automatiquement, il y a un stress qui se passe. Déjà, il y a la douleur, hein, quand on est piqué, ça fait du mal. Donc quelque part, le corps enregistre, hein, ah, la piqûre, ça fait mal, et la piqûre, ça rend malade. Et ça se reproduit sans arrêt. Donc c'est très important de faire prendre conscience de comment fonctionne notre cerveau, ça nous permet d'avancer. Et moi, si j'ai étudié ça, hein, en ces temps, si ces informations sont venues à moi, c'est justement par le biais de la loi d'attraction. Hein. On parle beaucoup de loi d'attraction, penser une chose, elle se matérialise, on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que notre corps, notre conscience, notre cortex n'a pas de pouvoir sur la morphologie biologique de notre corps. Mais il y a quand même une possibilité de modifier les choses, et ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc l'esprit humain est tiraillé entre ces deux forces, entre émotion et pensée, masculin et féminin. Nos pensées luttent contre nos instincts et nous vivons la guerre intérieure. Les forces involutives peuvent manipuler l'humanité par le biais de mensonges et de fausses informations diffusées par les médias, qui sont captées, que nous captons par les sons, par les mots et les images que nous enregistrons dans notre intellect. Celui qui croit à ces mensonges véhiculés œuvre à son insu pour que ceux-ci se réalisent. C'est ainsi qu'on se fait manipuler par des idées mensongères et on n'obéit plus à nos instincts de survie. Par exemple, voilà, comme ça s'est passé pour le Covid aussi, ou pour toutes ces choses. Voilà, dès l'instant qu'on agit par réaction par rapport à ce qui a été diffusé, hein, par exemple, on vous dit ah, il y a une épidémie, vous avez peur, vous allez réagir pour protéger de l'épidémie. Automatiquement, ça veut dire que vous croyez à ce mensonge. Vous croyez à cette information. Après, donc vous allez inconsciemment, votre cerveau va inconsciemment faire les actes pour que cette information devienne vraie, puisque vous avez ressenti l'émotion. Vous vous rendez compte quand on écoute des informations télévisées, médiatisées, surtout comme ça s'est passé pendant le Covid, hein, l'impact que peuvent avoir les paroles. Moi, je sais que c'est là que j'ai commencé aussi à faire des vidéos pour parler un petit peu de tout ça, du Covid et tout ça. C'est intéressant de voir que un soir, j'écoute le président de la République qui passe, qui raconte de ces trucs. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai arrêté les informations,
je me sentais mal à l'intérieur, j'avais une espèce de peur, une espèce d'émotion. Ben, cette émotion, elle s'enregistre en nous, à notre insu. Hein. Toute parole, toute image, toute information a un impact. Et ça, notre cerveau ne fait pas la différence entre la vérité et le mensonge. Si vous regardez un film d'horreur et que ça réveille en vous des peurs, etc., c'est comme si, c'est exactement la même chose que si vous viviez vraiment la chose pour de vrai. Hein. Et si un jour, vous, par exemple, vous regardez un film, voilà, je sais pas, une image, par exemple, une femme qui se promène dans une rue la nuit et qui se fait agresser par, je sais pas, par un vampire, par exemple, ou par un méchant, et que la femme, elle est tuée. C'est un film, hein, d'accord? Mais bon, ça vous fout un peu la trouille, hein, surtout si vous êtes une fille. Hein. Ben, il se peut un jour que si vous vous promenez dans une rue la nuit et que d'un seul coup il y a une ombre qui se profile devant vous comme ça, même si l'ombre n'est pas, même si c'est pas un serial killer, ben, ça va réveiller en vous la mémoire de ce que vous avez vécu comme émotion pendant le film et vous allez avoir peur. Et comme vous allez avoir peur, vous allez envoyer cette information et si la personne en face est mal intentionnée, il va vous agresser. Donc, importance, on fait attention. Dans notre société, on dit toujours manger 3 ou 5 légumes par jour. Faites attention à ce que vous mangez. Mais là, la nourriture mentale et psychique est encore plus importante. Plus importante parce que c'est elle qui va déterminer et modifier la biologie de notre corps. Une pensée qui crée une émotion modifie la biochimie du corps et va se répercuter sur le corps éthérique, donc sur la santé et la vitalité. Hein. Donc, les forces involutives créent des programmes de division entre hommes et femmes, entre classes sociales, entre classes religieuses, religions à dogme, groupes politiques, sociaux, etc. Hein, langage, traditions différentes. Donc, nous sommes devenus au service de ces forces. Hein, toute rumeur qui touche l'esprit primaire déclenche des réactions émotionnelles. Hein. Si on vous dit que votre voisin est un serial killer et que vous y croyez quelque part, à chaque fois que vous allez le rencontrer, vous allez avoir cette impression. Donc en fait, c'est un petit peu... Notre cerveau accepte tout, c'est comme nos mensonges. Hein. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir un film assez humoristique là, qui s'appelle Menteur. Il y en avait déjà eu un là-dessus, mais c'est intéressant de voir que le gars, il s'aperçoit au bout d'un moment que tous ces mensonges créent sa réalité, modifient la vie. Ben, c'est ça en fait. Alors que ce soit des mensonges véhiculés par les autres ou des mensonges que nous nous donnons à nous-mêmes, de toute façon, notre pensée est créatrice. Dès que la pensée suscite une émotion, hop, c'est enregistré dans notre cerveau limbique. Hein. Regardez par exemple l'idée d'un virus dangereux, donc déclenchement d'un processus de survie intérieure, hein, cerveau reptilien. Hein. Celui-ci n'est pas mis à jour et ne peut donc pas répondre au virus provenant de manipulations génétiques, parce que le virus, le corps, le cerveau reptilien a des encodages en lui par rapport à la protection contre les virus. Mais si le virus est un virus qui a été fabriqué par les humains, le cerveau reptilien, lui, n'a pas l'information pour régler ce problème. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On prend peur, hein, donc on donne notre confiance aux forces involutives qui proposent un remède, qui nous maintiennent dans les limitations. On perd confiance dans notre système immunitaire, puisqu'on pense que le remède extérieur, lui, est plus important. Hein. Le système immunitaire est présenté comme étant impuissant contre ce virus par les médias, hein, qui ont participé à cette création, hein, puisque naturellement, nourriture falsifiée, peur mensongère, peur de manquer, pollution, etc., etc. Tout est mis en place, c'est tout de la vente, c'est tout des principes de vente, la publicité est faite comme ça, demandez à des représentants de commerce, c'est comme ça qu'ils œuvrent. Hein. L'art de convaincre quelqu'un qu'il a besoin d'un produit, par exemple. Hein. Alors, le néocortex, lui, le cortex, quoi, qui est une conscience limitée, il ne peut pas intervenir sur le cerveau limbique ni reptilien. La volonté n'a aucun pouvoir. Donc quand vous êtes dans une situation et que vous avez une idée bien précise et que vous avez des émotions qui sont enregistrées dans votre cerveau limbique et reptilien plus fortes, c'est toujours le cerveau reptilien et limbique qui fonctionnent. L'inconscient est plus puissant que le conscient, puisque justement c'est une force qu'on ne maîtrise pas. Alors le tout, c'est d'arriver, avec le travail spirituel, de reconnecter la conscience à l'inconscient pour être conscient de l'inconscient. C'est-à-dire être conscient quand c'est un processus inconscient qui revient. Ça, c'est tout un travail. Donc j'en ai déjà parlé, je vous en parlerai certainement dans cette vidéo, et puis dans une autre que je ferai sur ce sujet.
Donc face au danger, le cerveau reptilien réagit pour assurer la survie, les instincts primaires, sans prendre de recul. Il est imprégné du passé, non mis à jour, et les réactions d'autodéfense peuvent amener à violenter ou à tuer. Le cortex prend conscience du processus après. Le cerveau reptilien réagit plus vite que lui. Il faut savoir que le cerveau reptilien fonctionne à une vitesse hyper rapide. Quand vous êtes dans une situation de danger, le cerveau reptilien est capable d'analyser des milliers d'informations différentes en même temps, hein, en un dixième de seconde. Votre cortex est capable d'analyser à peu près 2 informations par seconde. Vous voyez la différence? L'instinct agit toujours plus vite. Quand vous êtes dans une situation de danger, ce n'est pas le moment de réfléchir. Quand vous réfléchissez, si vous êtes perdu au milieu d'une forêt, que vous n'avez pas de GPS, vous ne pouvez pas. Même si vous ne trouvez pas le chemin, vous ne pouvez pas survivre. Vous ne savez pas comment vous allez survivre. Voilà. Votre cerveau reptilien sait comment vous allez survivre si vous l'écoutez. Il va vous guider pour que vous puissiez savoir allumer du feu et retrouver le bon chemin. C'est le meilleur protecteur donc c'est notre ami. Si vous cherchez un super-héros, confiez-le à votre cerveau reptilien. C'est lui, il sait, puisque ça fait plus de 200 000 ans que l'Homo sapiens existe. Depuis ce temps-là, le cerveau reptilien fait son boulot. Si on est encore là, malgré toutes les guerres, les violences, tout ce qu'on a pu créer. Voilà. Donc, par exemple, quand on est dans la dualité, naturellement, quand vous êtes face à quelqu'un, votre instinct primaire vous dit d'éliminer l'ennemi, de tuer l'ennemi, et les néocortex s'en sentent coupables. Vous voyez, que la religion et la morale. Par exemple, les médias ou la société va vous inciter à faire la guerre, comme pendant la guerre. Allez, il faut aller tuer l'ennemi. Quelque part, quand vous êtes en face de l'ennemi, vous n'avez pas envie de le tuer, ce type. Il ne vous a rien fait, le type qui est en face. Mais si vous n'acceptez pas de participer à la guerre, vous êtes condamné à mort. Et si vous le tuez, vous vous sentez coupable. Il y a beaucoup de gens, pendant la dernière guerre, ou même pendant la guerre d'Algérie, quand ils sont revenus, ils étaient complètement traumatisés par ce qu'ils avaient vécu. Donc voilà, et ça, c'est enregistré à l'intérieur. Regardez par exemple par rapport aux instincts et à la sexualité. La vision, par exemple, d'une femme nue réveille chez un homme l'instinct de procréation. Des pulsions qui sont incontrôlables par la volonté. Donc c'est un combat intérieur entre les pulsions et la raison. La preuve, c'est que l'homme peut avoir une érection même alors qu'il est en train de penser à autre chose. C'est le corps qui sait. On voit ça avec les phéromones et tout. Il y a des expériences qui ont été faites. Quand vous mettez dans une pièce, par exemple, beaucoup de femmes, assis sur des sièges et des hommes, vous les faites sortir, vous faites rentrer un homme, il va automatiquement s'asseoir sur un siège où il y a une femme. Mais ça, c'est parce que c'est au-delà de c'est pas la volonté, c'est vraiment le principe des phéromones, etc. Donc il y a un combat intérieur face à l'homme d'un seul coup qui voit une femme, puis voilà, il y a son corps qui dit tiens, j'ai envie de procréer. C'est même pas de copuler, c'est simplement de procréer, parce que c'est son instinct de conservation. Le cerveau reptilien veut se reproduire pour continuer à exister, c'est assurer la survie de l'espèce. Donc c'est le combat entre la pulsion et la raison. L'instinct va finir. Si l'instinct triomphe, l'homme naturellement violenter la femme, parce que son ressenti va être plus fort que son intellect. Donc l'homme peut, par exemple, violer la femme, sans pouvoir se raisonner. Mais une fois que la pulsion est accomplie, que le cerveau reptilien a accompli son boulot, le cortex de l'homme va se mettre en route et il va se repentir de l'acte. C'est ce qui arrive souvent à des gens. Alors, je ne dis pas que l'acte est excusable par rapport à ça, non, parce que justement, le but, c'est d'arriver à pouvoir... Alors, ça ne peut pas se raisonner par la raison, puisque c'est une pulsion du corps. Donc, il va y avoir un moment où le conscient, donc le cortex, s'il est reconnecté à d'autres plans, va pouvoir canaliser. C'est vraiment l'image de l'homme et de son corps astral, qui est représenté comme un cheval. Vous voyez, cavalier doit maîtriser sa monture. Donc là, à partir de là, l'homme avec une conscience ouverte sur d'autres plans va dire voilà, ça c'est ton corps. Ton corps a envie de sauter sur cette femme, mais tu ne vas pas le faire parce que tu dois respecter
cette femme. Hein, voilà. Donc, la cause de cette violence provient du décalage entre la non-évolution du cerveau reptilien, qui lui est bloqué dans le passé primitif où il faut procréer pour assumer la survie, et le cortex qui est adapté aux conditions de la vie sociale actuelle. Et il en est de même lors des guerres, etc. Tout vient de justement de cette dissonance entre ces deux fonctions. Tant que le cerveau reptilien n'est pas mis à jour, donc reconnecté, on peut dire, à des réalités, l'instinct de survie prédomine. L'homme utilise sans cesse des nouvelles armes, mais il est toujours en guerre contre ce qui lui fait peur. Alors, le reptilien est impulsé par les peurs. Dès qu'il sent le danger, il provoque des réactions d'autodéfense. À l'époque de sa création, l'homme vivait en tribu. Il respectait les règles du clan, de la hiérarchie. Sinon, il était banni de la tribu, car il mettait celle-ci en danger. Les bagarres entre individus font couler le sang et cela attire les prédateurs. Les hommes le savaient, et c'est aussi la même chose pour les chevaux qui justement vivent dans ce système-là. C'est intéressant d'étudier le fonctionnement des chevaux parce qu'on arrive à comprendre aussi qu'on ne fonctionne pas pareil, mais qu'en fait, ils nous apportent plein de choses. Alors, quand un homme était banni, il devenait une proie pour les animaux sauvages. Il était obligé d'aller vivre dans la nature, il n'y avait rien pour le protéger. Il pouvait aussi se faire tuer par une autre tribu. Ainsi, l'instinct primitif émanant du cerveau reptilien incitait l'humain à garder la protection du clan, donc à respecter la hiérarchie. Notre conscience a quelque peu évolué, mais le besoin de sécurité et d'être accepté dans un groupe, dans une famille, dans une bande, dans une religion, un parti fait partie intégrante de nos besoins fondamentaux. Seul, l'homme n'a aucune chance de survivre bien longtemps. Déjà, il ne peut pas se reproduire. L'évolution nécessite des rencontres, des aides et des actions. L'intellect, dont le rôle est de transmettre des informations évolutives mises à jour provenant de la source, est devenu donc une sorte de voile opaque, une multitude de programmes mensongers concernant la santé, la vie, la mort, la jeunesse. Donc notre intellect interprète les informations reçues et bloque l'évolution, car la majorité des informations viennent du faux ciel, la conscience limitée par les forces involutives et les programmes enfermant dans l'illusion. Pour créer quelque chose de grandiose, il faut que plusieurs esprits humains s'unissent. Chacun met ses compétences au service d'un projet. Il y en a un qui va fabriquer les plans d'une machine, l'autre qui va la construire, l'autre qui va l'utiliser, et l'autre qui va utiliser le produit créé par cette machine. Seul, on ne peut pas tout faire. Un esprit humain est limité. Chacun d'entre nous a une spécificité. Moi, je dispose de certains dons dans le domaine de l'astrologie. Voilà, par exemple, mais moi, je suis incapable de construire une maison, de construire une voiture. Je ne peux pas. Par contre, je pourrais participer peut-être à la construction d'une automobile en donnant des informations sur certaines choses que je sais, que j'ai appris par rapport aux lois cosmiques, etc. La technologie de pointe a créé un nouveau voile qui a favorisé la séparation. Regardez, chaque adolescent a son ordinateur, sa télévision, dans sa chambre et vit isolé derrière son petit écran en captant les mensonges médiatiques et en les diffusant, on peut dire, sans en anticiper les effets. Regardez les réseaux sociaux, plein de trucs qui se font, rien n'est vérifié. Chaque humain est ainsi enfermé dans sa propre grille mentale, émotionnelle, et perd sa capacité de créer ensemble. Tant que notre corps astral, émotionnel, dépendant de ce cerveau limbique, reste sous influence de l'ego séparatiste, nous ne pouvons pas maîtriser notre monture, notre cheval. Partir en cavale, c'est un cheval. Voilà. Donc on part en cavale, on participe à des combats ethniques, à des croisades religieuses, à des luttes de clans, voilà, et on met notre corps et l'humanité en danger. Notre corps animal instinctif nous impulse des réactions émotionnelles qu'on ne peut pas contrôler ni gérer. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les croisades? L'homme viole, tue, détruit, possède, violente pour assumer sa survie.
Sa conscience supérieure, son soi, ne peut rien maîtriser car l'ego fait barrage. Tant qu'il en est ainsi, cela perdure. Donc, le soi supérieur doit être en contact avec tous les cerveaux, avec le néocortex, le limbique, le reptilien, le cervelet, pour diriger l'évolution. Il n'y a rien à rejeter. Le corps est indispensable à l'expérience. Or, il faut savoir que le cerveau a été créé par la conscience, et non le contraire, comme peuvent l'affirmer certains scientifiques matérialistes. C'est la conscience qui crée le cerveau. Mais le cerveau, dans sa densité physique, ne représente que 10% de notre véritable cerveau, comme notre corps physique ne représente que 10% de notre corps de lumière. Les 90% de notre cerveau et de notre corps, qui est notre corps de lumière, sont là où nous sommes, dans une autre fréquence dimensionnelle invisible, mais sont là, sont possibles. Donc c'est tout ce qu'on appelle cette énergie, ce qu'on appelle l'énergie libre. Imaginez votre corps voyez votre corps tel qu'il est, imaginez que votre corps est contenu dans un corps de lumière qui est 10 fois plus grand que votre corps physique. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes la petite poupée gigogne. Le but, c'est de, par le cœur, être en contact avec toutes ces forces. Donc c'est là que l'alchimie oblige. Il faut dans un premier temps donc purifier notre esprit humain, notre intellect, notre corps mental et notre néocortex, et remettre l'ego séparatiste à sa juste place. Ça, c'est l'œuvre noire de l'alchimie dont je parle dans mon livre. Cela nécessite une période de solitude, de concentration, où notre esprit doit s'isoler pour se séparer du groupe humain, de la conscience collective, donc du faux ciel, pour libérer notre néocortex des amas mensongers. Cela nous permet de capter à nouveau les informations de la source pour rétablir le contact. C'est l'éveil. Cela se passe dans l'intérieur, c'est le contact avec l'étincelle du cœur. Mais rien n'est encore terminé. Vous voyez, il y a le cœur physique, on a un corps énergétique, un cœur de lumière, et au sein de ce cœur de lumière, il y a une atome, l'étincelle de vie, qui nous met en contact avec tout l'univers. C'est notre centre de création. C'est pas dehors qu'on le cherche, c'est à l'intérieur. Donc d'où le travail d'intériorisation. L'alchimie, quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et l'extérieur en est le reflet. Donc quand on a envie, par exemple, de partir en pèlerinage extérieur, c'est qu'il y a notre âme qui a envie de faire un pèlerinage pour retourner à sa source intérieure. Le voyage, l'appel du voyage extérieur est le reflet de l'appel du voyage intérieur. Pendant cette période de solitude, notre esprit doit faire fi des instincts de survie dans le groupe. On doit aller à l'essentiel, écouter notre corps, savoir ce dont il a besoin, de boire, de manger, quand il faut dormir, comme l'ermite dans sa grotte. On va à l'essentiel. Cela nous oblige à un grand travail. On se sent banni, rejeté du groupe, isolé, la famille ou la religion, les gens ne nous comprennent plus, donc on ne peut plus espérer l'aide et la protection du groupe, voire même de la société. Exactement comme un animal qui est, par exemple, est rejeté de son troupeau et qui ne bénéficie plus de la protection du troupeau. Donc on ne suit plus le chemin du troupeau, on veut tracer notre chemin. Notre but étant de nous reconnecter à la source, vous voyez, dans le signe du bélier, c'est la source, et utiliser les dons et les talents émanant de notre personnalité pour tracer notre voie et vivre selon notre loi. Notre but est donc de rétablir le contact avec notre nature profonde, pour permettre à notre cerveau reptilien d'être mis à jour. Alors, vous voyez, des fois, on a ce besoin d'aller vivre dans la nature un peu. Moi, quand j'étais... toute ma vie, ça m'a travaillé, parce que quand j'étais enfant, j'avais cette image de Tarzan et Jane, c'était un petit peu mon image d'adoption, quelque part. J'avais envie de vivre comme ça, dans la nature, avec les animaux, vivre dans les arbres, et puis vivre avec, pas de téléphone portable ni rien, vous voyez, un petit peu le côté instinctif, primitif. On a tous, à des moments, ce besoin-là. Parce que là, on se recontacte avec sa véritable nature, et quand vous êtes perdu dans la jungle ou dans la nature, téléphone portable, GPS, ordinateur, ça vous sert à rien. Le tout, c'est comment réussir à survivre, surtout si, quand vous êtes, par exemple, naufragé sur une île. Voilà, si vous écoutez votre mental, vous n'avez aucune possibilité, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne pareil. Plus de téléphone, plus de GPS, mais votre instinct primaire, lui, sait ce qu'il faut pour assumer votre survie.
Donc on doit faire fi de tous les mensonges accumulés et véhiculés autour de nous et nous éloigner de tous ceux qui cherchent à nous faire rentrer dans le droit chemin. Tous ceux qui nous disent allez, reviens, retourne. Alors ça peut être la famille, les amis, etc., qui nous incitent à retourner justement dans cette espèce de matrice d'enfermement. Hein. On ne peut pas donc éliminer les informations mémorielles enregistrées dans notre cerveau limbique. Ce qui est fait, le passé est le passé. Celle-ci étant la résultante de tout ce qu'on a vécu dans cette vie ou dans nos vies passées. Donc tous les personnages, c'est notre banque mémoire, c'est la banque mémoire de notre âme. Par contre, il faut savoir en désactiver les pulsions pour ne plus être pris par cela. Donc on doit en créer d'autres et nous libérer de nos pulsions instinctives émotionnelles résultant des blessures du passé. Par exemple, un traumatisme vécu dans l'enfance demeurera toujours en mémoire, mais ne doit plus être impulsé avec de nouvelles énergies, de nouvelles émotions. Sinon, la blessure non cicatrisée reste ouverte et demeure ainsi pendant toute notre vie. Puis notre esprit se libère des émotions engorgées, cristallisées, et il devient maître du jeu. Alors on vit comme le chevalier maîtrisant sa monture. Alors je vais arrêter cette vidéo ici parce que je ne veux pas que ça soit trop long parce que ça fait beaucoup d'informations. Donc je vous donnerai la suite de cette vidéo dans une autre vidéo. Voilà. Donc pour bien comprendre le processus, gardez devant vous un plan du cerveau. Écoutez, réécoutez parce que ça paraît des détails, ça paraît peut-être beaucoup de détails, mais quand on comprend ça, on arrive mieux à comprendre qui on est, comment on fonctionne, et c'est aussi le but de notre vie ici-bas. À très bientôt.